Bonjour à tous, je suis très honoré de cette invitation. Merci pour ce portrait beaucoup trop élogieux. Alors, une grande question, celle de la lutte contre la haine sur Internet et celle de la lutte contre le fléau djihadiste sur Internet. Je pense qu'avant d'essayer de répondre à cette question compliquée, il faut déjà essayer de dissiper un malentendu. Je voudrais faire dire que je pense qu'il serait absolument pas dans notre intérêt que de diaboliser Internet, et en particulier pour les jeunes générations. Aujourd'hui, Internet est un espace de savoir, un espace d'apprentissage, un espace de drague aussi. Beaucoup d'histoires d'amour démarrent sur Internet, mais surtout un espace de connaissances, de rencontres qui a apporté des choses assez extraordinaires aux démocraties de différents pays, aux démocraties en constitution. Et on sait le rôle que peut jouer Internet, et en particulier les réseaux sociaux, dans certains pays contrôlés par des dictatures. On sait qu'en Chine, par exemple, Internet permet des communications interdites par le gouvernement. On sait que dans les révolutions arabes, en particulier en Tunisie, il y a eu un rôle très fort des messages qui ont été diffusés sur Internet pour appeler à la sédition et appeler à la révolte. Donc, je pense qu'il faut d'abord avoir ça en compte. Et en même temps, le paradoxe, c'est que Internet n'est pas seulement ce merveilleux espace d'apprentissage et de rencontre, c'est aussi l'espace, malheureusement, où se fomentent et où se développent des haines de toutes sortes, dans une proportion assez incommensurable, et surtout avec des phénomènes de viralité qui font qu'un message aujourd'hui qui peut être diffusé par une personne peut atteindre le monde entier. Et ça, c'est quelque chose auquel il est extrêmement difficile de faire face. Auparavant, pour diffuser l'information, pour diffuser la pensée, il fallait disposer d'un média. Et disposer d'un média, ça voulait dire disposer de beaucoup de ressources, soit reconnues par l'État, soit d'une puissance monétaire certaine. Aujourd'hui, n'importe qui peut se mettre devant son iPhone, se filmer, s'enregistrer et être vu par des millions de personnes sur YouTube. C'est l'effet Alain Soral, c'est l'effet Dieudonné. C'est ce qui fait qu'on peut expliquer sans vergogne que les Juifs contrôlent la France et que le complot sioniste aujourd'hui est le principal danger pour la France, quelque chose qu'on n'aurait jamais vu avant sur les écrans ou jamais entendu sur les ondes, à part sur une obscure radio, mais aujourd'hui qui peut être diffusé, rediffusé pendant des jours. Et il faut, je pense, malheureusement pas sous-estimer l'effet de la vidéo. Parce que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ce qui passe en vidéo, c'est parole d'évangile. Et on a affaire, en particulier dans les classes, quand on intervient dans le cadre du programme Coexiste, où on se rend dans des écoles de 4e et 3e, à des élèves qui nous expliquent qu'ils savent que les Juifs contrôlent le monde parce qu'ils l'ont vu sur Internet. Et qu'est-ce qu'on répond à des jeunes qui ont vu vidéo de propagande sur vidéo dont leurs parents ne sont même pas au courant, dont généralement leurs professeurs n'ont même pas idée? C'est extrêmement difficile d'y faire face. Et évidemment, dans ce contexte-là de viralité de haine sur Internet, le djihadisme sait très bien manier ses cartes et a connu un essor assez effrayant ces derniers mois. Je pense qu'il y a 3 dangers principaux vis-à-vis du djihadisme sur Internet sur lesquels on peut réfléchir. Le premier, c'est la question de la propagande djihadiste, des nombreuses vidéos qui circulent, des nombreux textes qui circulent. Le second, c'est la question de la radicalisation des jeunes Français, qui malheureusement, pour certains, partent faire le djihad après s'être auto-radicalisés sur Internet ou après avoir été contactés par d'autres djihadistes sur Internet. Et puis enfin, la question du recrutement. Comment de la radicalisation, on passe effectivement d'une personne qui va vouloir se sentir investie d'une mission contre l'Occident, contre les Juifs, contre les sionistes, et aller frapper soit sur le sol français, soit prendre la route vers la Syrie ou d'autres destinations. Et peut-être avant de répondre, je voudrais aussi dire que je crois profondément que ce qui se passe sur Internet joue un rôle dans la société qui dépasse la dynamique globale. Pour le dire plus concrètement, je pense qu'Internet n'est pas seulement le reflet de ce qui se passe dans la société. C'est pas seulement le reflet des échanges. Je pense que ce qui se passe sur Internet, c'est une libération de la parole. C'est-à-dire que les gens s'autorisent à dire des choses sur Internet qu'ils ne diraient pas dans le réel, qu'ils ne diraient pas face à face. Ça, c'est quelque chose qui est renforcé par le fait qu'il y a un anonymat sur la plupart des réseaux sociaux. Sur Twitter, par exemple, les gens parlent sans responsabilité de leurs actes. Ça renforce le sentiment d'impunité, ça renforce la violence des propos. Et en retour, les gens, eh bien, dans le réel, je crois, s'inspirent et sont très affectés, traumatisés par cette violence de la parole. Et on l'a constaté, à mon sens, cet été, lorsque, pour la première fois, la conséquence de la transposition d'un conflit au Proche-Orient, ça n'a pas seulement été des attaques contre des juifs, des attaques antisémites, mais des attaques collectives contre des juifs. C'est-à-dire qu'on n'a plus seulement attaqué des juifs dans les campus ou dans la rue en leur reprochant d'être des Israéliens.
On a attaqué des synagogues parce qu'on voulait attaquer des lieux de pouvoir, parce qu'on voulait attaquer, en même temps qu'à Sarcelles, par exemple, on attaquait la synagogue, et bien, il y a aussi eu des commissariats, des voitures de police qui ont été incendiées dans le 18e, près de la synagogue de la Roquette. Donc ça, c'est vraiment la victoire du discours de Dieudonné et d'Alain Soral qui, depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, martèle au quotidien un discours qui explique que le pouvoir est tenu par les Juifs, par les sionistes, par les Israéliens. Et donc dans cette équation qui associe les Juifs au pouvoir, eh bien finalement, pour défendre les Palestiniens, eh bien, il faut attaquer les Juifs. Et c'est ce discours, à mon avis, qui vient d'Internet, qui aujourd'hui est très répandu dans les classes et très répandu chez beaucoup de jeunes, ou même dans une grande partie de la société civile française, qui fait que ce qui se dit sur Internet a un impact très fort sur le réel. Alors, sur les menaces djihadistes, concrètement, d'abord sur la question des médias. Malheureusement, je pense que chacun ici a vu les images terribles des journalistes américains, anglais, décapités dans une tenue orange qui rappelait celle des prisonniers de Guantanamo, avec à côté un boucher qui s'apprêtait à les égorger. Il a fallu plusieurs jours pour que les agences de presse se décident à ne plus diffuser ces images. Aujourd'hui, les djihadistes ont très bien compris le pouvoir de la communication via les réseaux sociaux. D'ailleurs, parfois, ça les trahit. Je sais que certains chefs de guerre qui ont tweeté leurs exploits ont été repérés par leurs coordonnées GPS et ont malheureusement fait les frais d'un missile envoyé par les Américains. Mais malheureusement pour eux, heureusement qu'ils ont été repérés. Donc, mais en tout cas, ce qui est malheureux, c'est à quel point cette propagande est utilisée, comprise par les djihadistes et qu'ils essayent de s'insérer sur les médias mainstream. Alors la politique de l'AFP maintenant, c'est de ne plus prendre en compte les reportages des journalistes freelance, de peur que ces journalistes ne se fassent enlever. Donc l'idée, c'est de décourager les journalistes d'aller faire leurs aventures en Syrie pour éviter justement qu'il y ait des nouvelles personnes qui soient prises en otage, décapitées, et qu'il y ait une pression qui se fasse sur les pays occidentaux. Mais je crois vraiment qu'il faut que les agences de presse soient très claires et arrêtent de diffuser la propagande djihadiste sur Internet, parce que ça a des effets terribles sur l'opinion française, terribles sur l'opinion occidentale. Ce ne sont pas des images de reporters, ce ne sont pas des images de journalistes. Les journalistes d'ailleurs qui parlent sous la contrainte. Le journaliste par exemple qui a été filmé à Kobané dans ce pseudo-reportage, évidemment qu'il était sous la menace des armes. Et je crois qu'il est très important d'arrêter de diffuser, de ne pas faire état de cette propagande, parce que ce n'est pas de l'information. Ou alors le faire avec beaucoup de réserve. Et aujourd'hui malheureusement j'ai l'impression que pour faire de l'actualité et de l'information, beaucoup de chaînes BFM, etc., immédiatement ressortent ces images. Maintenant, au-delà de la communication mainstream, ce qui est difficile aujourd'hui avec Internet, c'est que le phénomène Facebook et le phénomène des réseaux sociaux fait que les gens ont en face d'eux l'information qu'ils désirent. Puisque aujourd'hui, les gens, quand ils s'informent, les gens s'informent de moins en moins devant la télévision et de plus en plus sur Internet. Auparavant, ils le faisaient en allant sur des sites d'information, lemonde.fr, lib.fr, lefigaro.fr, etc. Aujourd'hui, la plupart de ces sites sont consultés via le fil d'actualité Facebook ou via Twitter, via les réseaux sociaux. Or, le fil qui s'affiche lorsque vous allumez Facebook, c'est le fil qui correspond à ce que vos amis vont voir. Donc en fait, vous ne voyez pas une information traitée par un média plus général, vous voyez l'information qui vous correspond. Et ça a un effet très fort dans le phénomène de radicalisation. Il y a un reportage d'un journaliste de Rue 89 qui était sorti il y a quelques semaines qui expliquait comment il s'était mis dans l'impôt d'un futur djihadiste, et il avait posté quelques informations sur son profil Facebook disant qu'il avait des velléités de combat, ou tout simplement, en tout cas, il avait même tout simplement commencé en créant un réseau d'amis islamistes fondamentalistes. Et au bout de quelques semaines, il expliquait que son fil d'information était rempli de sites complotistes, de sites antisémites, de sites antisionistes, etc. Donc très rapidement, les gens qui sont dans des sphères d'amis radicalisés sont eux-mêmes en proie à une information, à un média extrêmement nocif. Et ça, malheureusement, les dirigeants de Facebook qu'on rencontre très régulièrement à l'UEJF pour travailler sur les luttes contre la haine nous disent qu'ils sont assez impuissants, parce que c'est toute la technologie en fait de la viralité de l'information qui est prise à son propre piège. On reçoit l'information qui nous plaît, et donc du coup on reçoit aussi l'information
néfaste quand on est dans une dynamique de vouloir s'en prendre à l'Occident, par exemple. Ça, c'est la première difficulté. Et je pense qu'il y aurait un travail important à faire au niveau des médias, en tout cas pas des médias exactement, mais en tout cas des opérateurs Internet, pour faire en sorte à la racine, arrêter la circulation de cette propagande djihadiste qui, très rapidement, peut envahir le réseau social de quelqu'un et complètement obstruer son champ de vision. Maintenant, sur la question de la radicalisation et en particulier du ciblage des jeunes, il faut que vous lisiez, c'est un livre très, très court et très instructif, le dernier livre de Dounia Bouzar, qui est une des grandes spécialistes de la déradicalisation. Ce livre s'appelle « Ils ont cherché le paradis, ils ont trouvé l'enfer ». Et c'est un récit extrêmement inquiétant où on voit à quel point parfois des jeunes en perte de repères peuvent en quelques mois être contactés, recrutés par des gens qui opèrent directement depuis la Syrie ou même parfois de France, à qui on va apporter des réponses pour les conforter et pour leur expliquer que oui, le monde ne tourne pas rond, oui, ce monde est terrible, mais la solution à tous leurs malheurs, c'est l'islam radical. Et le problème de ce discours, c'est que en tout cas, l'islam djihadiste n'est pas une théologie, c'est une idéologie. Ce n'est pas un discours discours lettré, un discours savant, c'est vraiment un discours d'explication du monde. Et aujourd'hui, la propagande djihadiste sur Internet, elle ne se fait pas via des leçons savantes sur l'islam, elle se fait vraiment à travers des vidéos, à travers des discours où, en fait, on explique que la lutte contre l'Occident est la seule réponse que peuvent obtenir des jeunes lorsqu'ils ont envie de se rebeller. C'est comme si c'était les nouveaux Che Guevara, les nouveaux révolutionnaires. Voilà, le discours anti-impérialiste, c'est devenu le discours djihadiste. Et ça, c'est extrêmement difficile de lutter contre ce type de discours parce que lorsqu'on met face à cela des vrais savants de l'islam qui sont, pour le coup, eux, porteurs d'un discours plus modéré, plus construit, ça ne va pas parler à ces jeunes parce qu'en réalité, leur savoir de l'islam est extrêmement en surface et eux sont beaucoup plus dans des théories d'explication du monde, dans des théories où on va les amener à la rébellion via l'attaque contre leur propre société. Et aujourd'hui, cela rejoint une augmentation des discours complotistes sur Internet extrêmement inquiétante. On l'avait vu après les attentats du 11 septembre, avec le livre sorti par Thierry Messant qui expliquait que le 11 septembre, c'était un coup des Américains. Alors aujourd'hui, sur Internet, c'est déjà presque progressiste de dire que c'est les Américains. Pour la plupart des sites complotistes, c'est évidemment le Mossad qui est derrière les attaques. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est le complotisme qui cible qui porte sur les attaques antisémites. Aujourd'hui, sur Internet, on lit ou on écoute très facilement des gens qui expliquent que l'attentat antisémite de Toulouse a été monté par le Mossad, voire même qu'il n'aurait pas existé, et que Mera serait un agent occidental ou serait un coup monté de toutes pièces. Dieudonné, dans chacune de ses dernières vidéos, ne manque pas d'ironiser sur Mehdi Nemmouche, qui serait selon lui, et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui avait été colporté par Tariq Ramadan, pour eux Mehdi Nemmouche est une fabrication de l'Occident, et d'ailleurs le fait que deux des Israéliens qui a été massacrés dans le musée aient eu des liens par le passé avec les services secrets israéliens prouverait pour eux à coup sûr que c'est en fait encore une fois un coup des sionistes pour se faire passer pour des victimes et pour asseoir leur domination sur le monde. Donc c'est extrêmement difficile parce que c'est un petit peu comme les phénomènes négationnistes qui, pendant qu'un génocide se déroule, veulent effacer leurs propres traces. Eh bien, aujourd'hui, l'antisémitisme veut effacer sa propre trace. Vous savez que pendant la perpétration de la Shoah, en Ukraine, les nazis commençaient déjà à revenir sur les charniers pour effacer les traces et brûler toutes les traces du massacre. Eh bien, aujourd'hui, les antisémites nient la conséquence de leurs effets. Dieudonné, Soral disent qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, que les pires actes antisémites sont des constructions. Et évidemment, ce discours-là, il porte dans la société. On entend de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils ne sont pas antisémites, mais qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France. Et ça, évidemment, ça a un effet sur les apprentis djihadistes, et ça ne va malheureusement que renforcer leurs sentiments antisémites. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Le djihadisme concerne évidemment la France, mais concerne particulièrement les Juifs parce que
hélas, les Juifs sont les premiers sur la liste des cibles à abattre. Et d'ailleurs, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, faisait partie des cibles qui avaient été listées par la cellule terroriste qui avait été découverte à Strasbourg il y a 2 ou 3 ans, ce qui nous a d'ailleurs valu une panique de nos voisins qui essayent de nous faire expulser parce qu'ils n'ont quand même pas envie de payer pour les autres. Pour lutter contre le sentiment complotiste, évidemment, il y a un travail de pédagogie à faire. C'est ce qu'on essaie de faire dans les classes, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien dans les universités. Mais il y a aussi une possibilité d'agir plus généralement sur les outils Internet. 2 exemples. Et 2 exemples de batailles réussies à l'UEJF sous l'impulsion de mon prédécesseur Jonathan Ayoun. Le premier, ça a été quand une application est sortie sur Apple qui s'appelait Juif ou pas juif. C'était une application qui permettait de savoir qui est juif parmi les gens de pouvoir, les gens des médias. Donc une application très malsaine. Le pire, c'est qu'elle avait été designée par un juif en Angleterre, qui en était très fier. Et en quelques jours, l'UEJF avait pu obtenir l'interdiction de cette application. Plus problématique, c'était la technologie Google Suggest. Alors Google Suggest, c'est la technologie qui fait que quand vous cherchez une information sur Internet, si vous commencez à taper, par exemple, je ne sais pas, si vous voulez savoir où est le centre communautaire, vous tapez centre communautaire et puis tout de suite, Google va afficher centre communautaire rue 119, rue Lafayette, et puis même le programme des conférences d'Elie Wiesel. Donc, ce dispositif est censé permettre de faire gagner du temps, de faciliter les recherches en faisant monter en avant les recherches fréquentes. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des recherches associées, il n'y a aucune censure de la part de Google. Et on s'était retrouvé il y a 2 ans dans une situation où quand vous tapiez le nom d'une personnalité, n'importe quelle personnalité, politique, médiatique, etc., vous aviez le mot juif qui apparaissait. Lorsque François Hollande a été élu, si vous tapiez sur Google France François Hollande, il y avait le mot juif qui s'affichait. Parce que, évidemment, François Hollande, président de la République, le pouvoir, il est sûrement juif. Nicolas Sarkozy, évidemment, il y avait le mot juif. Mais c'était le cas aussi pour des chanteurs, pour des acteurs, à peu près tout ce qui touchait de près ou de loin au pouvoir. Et le problème, c'est que plus ce mot apparaissait en premier dans les recherches, plus de gens avaient tendance à cliquer dessus, et donc ça faisait un cercle vicieux où ces résultats étaient propulsés vers l'avant. Les gens avaient tendance à cliquer dessus parce que c'est quand même intéressant de savoir si François Hollande est vraiment juif et pourquoi. Et ça avait pour effet de faire monter les sites antisémites sur Google. L'UEJF est alors allé voir, nous sommes allés voir Google, nous leur avons demandé de modifier cette technologie. Ils nous ont répondu que c'était impossible parce que c'était un algorithme, que c'était un ordinateur et que c'était donc certainement pas antisémite. Au passage, je vous fais une confidence, cette technologie avait été développée par un ingénieur israélien dans leur laboratoire de Tel Aviv. Donc voilà. Mais l'effet malheureux, c'était qu'il y avait ce sentiment de recherche partout de qui sont les juifs derrière le pouvoir, une obsession de démasquer le complot antisémite. Et ce qui est fou, c'était cette situation n'existait qu'en France. C'est-à-dire que dans les autres pays, il n'y avait pas cette obsession. Donc il y a vraiment un problème français qui a été illustré par Google, l'obsession de démasquer le complot juif. L'UEJF a alors intenté un procès à Google en s'appuyant sur le fait que s'il y avait ces mots-clés juifs qui apparaissaient, c'est qu'il y avait forcément un fichier dans les serveurs qui associaient les personnalités aux mots juifs. Sans rentrer dans les détails techniques, c'est quelque chose qui est interdit par la loi française, parce qu'on n'a pas le droit de classer les gens par leur religion. Google a reculé et a accepté de modifier son algorithme. C'est une victoire importante. Et maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on cherche une personnalité, le mot juif n'apparaît plus dans les résultats de recherche en premier. Il est relégué bien plus bas dans les recherches. Et ça permet de faire baisser l'obsession complotiste en France. Il y a évidemment beaucoup de choses qui peuvent être faites pour jouer sur les opérateurs. Et ça, à mon sens, c'est vraiment la responsabilité des opérateurs de l'Internet. De la même manière que pour Facebook, pour Google, pour Twitter, pour les grands sites de l'Internet, le combat contre la cybercriminalité, le combat contre la pédophilie, le combat contre même les violations de copyright, de droit à l'image est une priorité. Il faut que le combat contre la haine sur Internet soit également une priorité et que des moyens soient investis. Ce sont des compagnies qui font beaucoup de profits. Il est intolérable aujourd'hui de voir qu'il y a si peu de ressources qui sont allouées par ces compagnies à la lutte contre la haine sur Internet et à la lutte contre les discours radicaux.
Et si évidemment c'est le rôle des associations antiracistes et c'est le rôle de l'UEJF que de surveiller, d'exercer une vigilance sur les discours de haine sur Internet, nous ne pouvons pas être derrière chaque internaute et derrière chaque contenu. Nous n'en avons certainement pas l'envie, mais surtout nous n'avons pas les ressources. Il n'y a pas suffisamment d'étudiants juifs de France pour se mettre derrière chaque contenu antisémite et derrière chaque djihadiste en puissance. Donc c'est la responsabilité des hébergeurs, c'est la responsabilité des éditeurs et de tous ceux qui accueillent des contenus sur Internet. Et à ce niveau-là, malheureusement, je trouve qu'il y a une très grande frilosité encore des grandes compagnies. Alors c'est vrai qu'elles commencent à être sensibilisées. Nous sommes en échange avec Twitter, avec YouTube, avec Facebook. Mais c'est vraiment un combat de chaque instant. Et ce combat a connu des avancées assez notables lorsque nous avons attaqué Twitter en justice il y a de cela 2 ans. En octobre 2012, des mots-clés apparaissent tout d'un coup sur Twitter, et en particulier le mot-clé « un bon juif ». Et lorsque ce hashtag, c'est-à-dire ce mot-clé populaire apparaît, en quelques heures, on assiste à une avalanche de contenus antisémites sur Internet. Et Twitter ne fait rien. Quand on les contacte, ils se contentent simplement de dire « ah bah, il faut répondre ». Et des messages défilent, et défilent, et défilent. Un bon juif est un juif mort, un bon juif est un juif cuit, etc. Il a fallu qu'on mette Twitter devant leurs responsabilités et surtout qu'on les attaque en justice. Parce que pour eux, au nom de la conception américaine du droit à la liberté d'expression, il n'y avait rien à faire et simplement à répondre. Et nous avons donc attaqué Twitter en justice, nous avons gagné un procès en référé, nous avons gagné en appel. Ça n'a pas empêché Twitter de continuer à maintenir sa version qui disait non, 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 nous sommes un site droit américain, liberté d'expression totale, on ne retire aucun contenu, on ne touche à rien sur la plateforme. Il a fallu donc que nous attaquions le président directeur général Dick Costolo de Twitter au pénal pour non-exécution d'une décision de justice pour les faire enfin reculer. Et finalement, Twitter a décidé d'appliquer le droit français, et ça, c'est une avancée fondamentale, parce que non seulement ils ont accepté de retirer les tweets, les messages antisémites et racistes, non seulement ils ont accepté de communiquer maintenant à l'avenir à la justice tous les messages de haine qui seraient signalés par des utilisateurs, mais surtout, ils ont mis en place une procédure de signalement pour les utilisateurs. Et ça, c'est fondamental parce que c'est non seulement le cas en France, mais c'est le cas dans le monde entier aujourd'hui. Avant, il était extrêmement difficile de signaler les contenus de haine. Aujourd'hui, grâce à l'action de l'UEJF, la procédure de signalement des contenus est beaucoup plus rapide et beaucoup plus effective. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on l'a vu cet été, la diffusion des messages de haine sur Internet est extrêmement virulente. Elle est extrêmement virulente, évidemment à l'égard évidemment de la part des antisémites, évidemment sur les sites djihadistes. J'en ai fait malheureusement les frais il y a quelques semaines lorsqu'un site de la communauté juive assez populaire a colporté des rumeurs infâmes au sujet de mon organisation, basées sur une rumeur que nous n'aurions pas reçu un ministre israélien totalement infondée. Et j'ai eu droit aux pires calomnies à mon égard, à l'égard de gens qui travaillaient à l'UEJF. Et tout de suite, j'ai été abasourdi de voir à quel point des rumeurs haineuses, des calomnies pouvaient se diffuser à une vitesse folle, et de voir à quel point les gens pouvaient croire comme parole d'évangile tout ce qui était écrit à partir du moment où c'était écrit sur Internet. D'autant plus que très souvent, des gens se cachent derrière le fait d'écrire des propos hors de France pour s'abriter derrière une relative impunité juridique. En vérité, il n'y a pas d'impunité juridique, mais c'est vrai que les procédures sont un petit peu plus longues. Évidemment, nous avons porté plainte en diffamation contre les auteurs de ces rumeurs infâmes. Aujourd'hui, pour lutter contre le sentiment d'impunité, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que les outils comme Twitter, comme Facebook, soient des lieux où on signale le contenu et on note le contenu. Il faut faire changer la législation. Le nouveau dispositif législatif qui a été proposé par le ministère de l'Intérieur est intéressant, mais il y a plusieurs mesures qui ne sont pas réalistes, ou en tout cas qui ne pourront pas, à mon avis, avoir d'effet. Par exemple, il est proposé, lorsqu'un site diffuse des contenus d'appel au djihad, de le fermer sous 24 heures. Alors, c'est très bien si c'est un site de niche, si c'est le forum d'un djihadiste, très bien de le fermer sous 24 heures. Mais qu'est-ce qui se passe si cette information elle est diffusée sur Facebook ou sur Twitter? Est-ce qu'on va fermer Facebook en 24 heures? Est-ce que si l'information est diffusée sur une vidéo sur YouTube, est-ce que demain il faut fermer YouTube? C'est pas possible et c'est pas réaliste. Ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup plus en coopération entre à la fois les services de justice et les opérateurs d'Internet. Ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion pour vraiment
complètement modifier le cadre juridique et conceptuel d'Internet. C'est d'ailleurs pour cela que nous travaillons actuellement à un projet d'assises contre la haine sur Internet qui regroupera à la fois des acteurs associatifs, des compagnies Internet, et que nous le faisons avec le parrainage du ministère de la Justice. Et nous travaillons là-dessus avec tout mon bureau national. Et je salue notamment la présence de Sacha Gozlan, qui est secrétaire national de l'UEGF et qui travaille en particulier sur les questions de lutte contre la haine sur le net. Pour terminer cette intervention, je voudrais dire que je ne crois pas qu'on va se débarrasser des djihadistes sur Internet. Je pense qu'on peut freiner leur progression. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une guerre de valeurs et que malheureusement, de la même façon que la liberté d'expression peut être utilisée par ses ennemis, eh bien, Internet, qui est un espace d'expression, est aujourd'hui utilisé par ses ennemis. Je ne crois pas qu'il faille faire d'Internet un espace complètement fermé. Il est important, dans une certaine mesure, de préserver l'anonymat sur Internet, mais face aux dangers de plus en plus forts qui nous menacent, je crois qu'on doit nécessairement renier une certaine part de cette liberté et de l'idéal d'un Internet complètement démocratique pour faire en sorte de canaliser toute cette haine. Mais au-delà des mesures juridiques, je crois qu'il est important que chacun, vous, ici, tout le monde, montre que nous n'acceptons pas que la haine se diffuse sur Internet. Et c'est tout le sens de notre dernière campagne que nous avons développée en partenariat avec Google, suite à toute l'affaire dont je vous ai parlé précédemment sur la question des mots-clés. Et c'est une campagne qui s'appelle « Pousse ton cri ». Pourquoi pousse ton cri ? Parce qu'aujourd'hui, les djihadistes, les Dieudonné, les Sora, la fachosphère, François Dessouche font beaucoup de bruit sur Internet. Et pourtant, ils ne représentent pas la majorité des Français, mais ils font plus de bruit, ils occupent l'espace d'Internet. Et je crois que c'est important que la majorité silencieuse, la majorité de tous les Français, en particulier les Juifs de France, vous parliez de confiance dans l'avenir, je crois que pour avoir confiance dans notre avenir, eh bien, il faut avoir confiance dans le fait que les Français ont envie de vivre en bonne harmonie, en bonne coexistence pour les années à venir. Et pour cela, il est important de montrer que nous sommes plus forts que les racistes de tout poil et de pousser un cri très fort. Alors voilà, vous pouvez aussi pousser votre cri. Vous allez sur ce site qui s'appelle poussetoncri.fr. Vous vous enregistrez devant votre caméra, devant votre iPhone, devant votre ordinateur portable et vous poussez un cri très fort. Ces cris sont regroupés, ces cris sont assemblés et au fur et à mesure, on voit qu'on atteint un nombre de décibels très très fort, plus fort qu'un stade de foot et qui va faire reculer tous ceux qui aujourd'hui essayent d'utiliser Internet pour la haine des Juifs et pour la haine de l'autre.